Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto, donc dernier tuto de l'année 2025, puisque la semaine prochaine, le jeudi, comme vous le savez, on le fait en général tous les jeudis. Ce sera le 25 décembre, donc ce sera une petite pause pour l'Institut francophone des sciences védiques. Donc aujourd'hui, on va parler de Ketu et de comment Ketu, effectivement, peut nous aider de la peur qu'on en a en général vers l'allié spirituel que Ketu peut représenter. Ketu, dans le thème d'astrologie védique, qui représente Moksha, qui est un karaka de Moksha, Moksha, la libération spirituelle, la transformation spirituelle. Donc on va invoquer Ganesh et on va commencer ce petit tuto sur Ketu pour découvrir des choses intéressantes sur Ketu que vous pourrez ensuite regarder dans votre thème de naissance pour comprendre des choses par rapport à Ketu dans votre thème. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Kem Ketave Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors Ketu fait en général peur en astrologie védique. Donc Ketu, on va le voir un petit peu après, c'est le nœud lunaire sud. En astrologie védique, on a les nœuds lunaires, donc Ketu et Rahu. Ketu, nœud lunaire sud. Rahu, nœud lunaire nord. Alors tout ça, on en parlera un petit peu plus tard. Je pense que je ferai un petit tuto aussi sur Rahu à la rentrée, en janvier. Et dans la continuité de nos travaux sur Shani, Saturne, et donc sur les planètes les plus maléfiques, pour vous montrer qu'en fait ces planètes maléfiques ne sont pas là pour nous rendre la vie difficile, mais pour nous aider à évoluer. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir une formation sur Rahu en particulier et sur Ketu en particulier début 2026 du coup, et on approfondira tout ça. Alors Ketu, pourquoi Ketu fait peur? Parce que Ketu est souvent associé effectivement à trois choses clés, la perte, le détachement, le vide. En fait Ketu c'est un peu le néant, un peu la négation. Ketu va apporter de la négation sur les choses, parfois du rejet sur les choses, de la distance, du doute sur les choses aussi. Et donc effectivement, souvent, ça va être associé à des pertes, à du détachement parfois forcé si on ne suit pas le travail que Ketu nous propose de faire, ou le vide, le néant. Donc le Mahadasha de Ketu évidemment est redouté. La période planétaire de Ketu, principale, c'est en général considéré comme une des plus difficiles avec celle de Saturne, donc le Mahadasha de Shani, Saturne, que vous pouvez découvrir dans la formation sur Saturne vraiment en particulier. Et la période planétaire Mahadasha principale de Ketu, c'est la deuxième plus redoutée aussi, voire la plus redoutée, parce qu'effectivement, ça va nous challenger énormément, en fonction évidemment après de notre thème. Donc Ketu va être redouté, parce que dans ce genre de période, on va avoir des ruptures, de la confusion, des doutes très 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 profonds, la remise en question, l'impression, en fait, ça peut toucher très fortement notre identité, de plus savoir qui on est, où l'on va, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, avec qui, etc. Donc ça remet en question énormément notre vie. Alors encore une fois, c'est important de comprendre que c'est pas une punition, c'est pas là pour nous embêter, pour nous faire du mal. C'est qu'effectivement, c'est là pour nous amener à nous poser les bonnes questions. En fait, Ketu, c'est vraiment une force d'introspection, c'est-à-dire va nous pousser, nous faire douter, ou nous faire renier les choses pour nous faire nous poser les bonnes questions sur ces choses, aller en profondeur justement. C'est pour ça que c'est le karaka de Moksha notamment, la transformation spirituelle, pour nous amener à nous poser les bonnes questions. Mais encore une fois, selon comment est tout dans notre thème, selon notre thème, ça peut nous amener à du doute qu'on n'arrive pas à gérer, où on se remet en question, on se dévalorise, on se sent nul. Donc ça peut vraiment avoir un effet destructeur en fait si on n'arrive pas à gérer ça et si on ne sait même pas ce qui se passe. Si on connaît Ketu, on sait comment fonctionne Ketu dans notre thème, on va savoir à quoi s'attendre. Donc on sait quel genre de questionnement avoir et ce qui se passe. Le problème souvent c'est que on est perdu, on ne sait plus du tout où on est par rapport à soi-même, par rapport à un sujet en particulier, et du coup on ne sait pas quoi faire, et c'est pour ça que c'est destructeur, ça va créer des ruptures, des pertes, des changements importants dans la vie, qui peuvent être très compliqués. Mais en fait, c'est vraiment un appel intérieur, une rupture avec l'illusion, revenir dans le réel et nous poser les bonnes questions. Rahu, inversement, va nous amener dans l'illusion.
va nous faire croire des choses. Ketu va nous faire en sortir pour nous poser les bonnes questions et dans l'introspection trouver la vérité des choses, le sens caché des choses, la réalité des choses en fait. Un peu comme le fait Shani aussi à un certain niveau. Donc c'est pas évident et Ketu fait peur parce qu'en fait il va amener beaucoup de difficultés dans notre vie. Si on n'est pas tourné vers l'introspection, le travail sur soi, effectivement, ça va être compliqué d'avoir un Mahadasha, par exemple, une période de Ketu, ou même Ketu tout court dans notre thème, en fonction de comment il est situé. Alors pourquoi Ketu est si difficile? Parce qu'il y a un côté tranchant. Ketu, c'est tranchant. Alors Ketu a un peu une énergie aussi connectée avec Mars, de côté guerrier, et du coup, Ketu est tranchant. Ça va être ce qui coupe ce à quoi notre ego s'identifie. Ketu va couper, comme avec l'épée qui a tranché le dragon, on va en parler après, le serpent de Rahu Ketu. Effectivement, c'est tranchant. Alors c'est pour ça que d'ailleurs, si Ketu, par exemple, dans notre thème est lié, impacte notre communication, on peut avoir une communication très tranchante, très dure. Si Ketu, dans notre thème, impacte nos décisions, notre intellect, Bouddhi, par exemple Mercure, conjonction Ketu-Mercure, on peut avoir des décisions très tranchantes, très dures en fait. D'un coup, paf, on va couper quelque chose. Donc Ketu est assez tranchant, c'est pour ça que c'est pas forcément évident, mais c'est le rasoir de la vérité, on pourrait dire, qui tranche. Donc Ketu coupe ce à quoi l'ego s'identifie, crée du doute, de la négation, parfois une perte de repère évidemment, parce qu'on va beaucoup être dans le questionnement, on ne sait plus. Ça peut créer aussi une sensation d'inutilité, d'isolement, de vide intérieur. Et encore une fois, le sentiment de vide intérieur, il n'est pas là pour nous vider, pour qu'on se sente vide et qu'on se sente mal et qu'on soit en dépression. Ce Ketu en conjonction notamment avec la Lune peut créer des dépressions, peut donner des envies suicidaires, des choses comme ça. Ça peut pousser très très loin. Parce qu'on a un vide intérieur, on est comme si on était vidé. Il n'y a rien, mais c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il faut trouver ce qu'il y a justement. Et c'est là où Ketu va nous amener à nous poser des questions. Mais si on n'est pas prêt à ça, ça peut être très 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 difficile. C'est-à-dire que comme Saturne, Ketu va nous confronter sans compromission, sans compromis. On doit se confronter au réel et à la vérité en soi, et là, du coup, Ketu va nous pousser là-dedans. Donc, la difficulté vient surtout, enfin, à refuser de lâcher prise aussi. L'idée, ça va être vraiment de lâcher prise sur les choses. Lâcher prise sur ce que Ketu nous envoie comme message. Aller à l'intérieur, faire ce travail d'introspection. Et ensuite, on va pouvoir comprendre les choses et avancer, et Ketu va nous aider. Mais vous voyez, c'est pour ça que Ketu est très tranchant, difficile à couper. Et c'est pour ça que du coup, c'est pas évident si on n'est pas dans un vrai travail sur soi d'introspection. C'est vraiment un travail très important. Donc je le rappelle, la mythologie, alors ça on le reverra justement dans les formations sur Rahu Ketu, la mythologie, le dragon ou serpent décapité, coupé en deux. Donc d'un côté, on a Rahu, la tête, uniquement une tête. Donc là, c'est du mental, 100% Rahu. C'est le désir, l'avidité, l'illusion. Rahu est connecté à Maya, autant que Ketu est connecté à Moksha. Donc ici, on a la dynamique inverse, dynamique d'expansion avec Rahu, dynamique de contraction, de repli, un peu comme Saturne de Ketu. Le corps sans tête, donc il n'y a pas de tête, donc on ne peut pas voir avec les yeux, de l'ego en tout cas, on ne peut pas réfléchir, on peut pas. Donc on est dans l'intuitif. Ketu, on est dans l'intuition, dans le détachement des choses. Mémoire karmique qui est tout lié aussi au passé, à notre karma passé, à nos vies passées. Et donc du coup, on est purement dans le côté sensitif intuitif. On n'est pas dans l'illusion, mais on est à revenir justement aussi sur la réalité des choses parce qu'on n'a pas la tête pour trouver les informations. On doit les trouver en soi. Donc on revient en soi dans l'introspection parce qu'on n'a plus cette tête pour voir, pour entendre, etc. à l'extérieur aussi. Mais du coup, on est coupé aussi des illusions. Donc ça va trancher aussi les illusions. Donc c'est important de comprendre aussi cette mythologie dont on reparlera plus tard. Donc Ketu voit sur les yeux de l'ego, il sait mais ne rassure pas parce qu'en fait il sait de manière intuitive, donc c'est pas mental, donc ça rassure pas le mental et le mental est dans le doute. Avec Ketu, le mental est dans le doute parce qu'il n'y a pas de tête, il n'y a plus de mental. Donc on est dans la confusion totale, dans le doute. C'est pour ça qu'il faut aller vers l'introspection et notamment vers des techniques comme la méditation ou des choses comme ça. Alors Ketu, c'est, on pourrait dire du coup l'allié des renonçants. On retrouve Ketu en général puissant ou en maison douce par exemple dans les thèmes des moines, des yogis, des renonçants, des méditants, etc. Donc les gens qui font des retraites de méditation, qui méditent beaucoup, ou les carrément qui sont devenus moines bouddhistes ou des choses comme ça, c'est des gens qui ont un Ketu très très fort, très présent et souvent dans des maisons comme la maison de 12 et un thème du coup qui est très épuré, en fait qui est ascétique,
Il y a souvent Shani aussi derrière qui vient jouer un peu dans la partie aussi. Donc, très fort chez les personnes qui sont sages, parce que Ketu va nous amener vers la solitude notamment, c'est l'isolement Ketu aussi, qui est les personnes avec Ketu fort vont avoir besoin de solitude, besoin de moments pour eux, de couper justement, de trancher avec le reste, avec le monde. Alors que Raoult, ça nous plonge dans le monde, dans le côté social, dans le côté réseaux sociaux, tout ça. Alors que Raoult va nous plonger là-dedans, Ketu va vouloir nous en sortir. Donc on est dans le côté ascèse, contemplation. Donc on est dans le côté effectivement très spirituel. Alors Ketu n'est pas contre la vie, encore une fois, il n'est pas contre le monde, etc. Mais il est pour un juste positionnement et un retrait. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans le monde, mais en étant détaché aussi du monde. Et en étant un peu en retrait du monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas pris dans cet engrenage. On peut être dans le monde en tant que spectateur observé, sans être pris dans un engrenage. Et Raoult, lui, nous pousse dans l'engrenage et nous rend addict à cet engrenage du monde. Ketu nous en sort. Alors ça veut dire qu'il y a des moments effectivement de solitude, d'ascèse, où il faut sortir vraiment mentalement, physiquement du monde, des périodes de méditation, de retrait, de retraite, etc. Mais c'est pas contre la vie, c'est pas dire qu'il faut être forcément un ermite ou un moine pour s'en sortir. Simplement, il va être contre l'illusion de la vie matérielle comme finalité. Il comprend que le but de la vie, c'est pas ça. Raoult nous montre que le but de la vie, c'est ça, c'est le côté plus matériel, la puissance, le pouvoir, l'ego, la reconnaissance, la notoriété, etc., jusqu'à ce qu'il nous fasse retomber de très haut. Donc voilà aussi pourquoi Ketu en général est très fort chez les, entre guillemets, sages, les méditants, les gens très spirituels, parce que il va pouvoir agir de cette façon dans le thème directement. Alors après, Ketu va donner un message, une manière différente en fait d'amener sa dynamique selon le thème, selon sa position. Ketu va jamais agir de la même manière. Comme je disais, par exemple, Ketu Lune en conjonction, bah, ça va amener des choses directement sur le mental, la psychologie, le bonheur ou autre. Ketu à côté de Mercure. Conjonction avec Mercure, ça va impacter sur Bouddhi, notre discernement, nos décisions, nos réflexions, notre logique, etc. Alors Ketu aussi, c'est une planète qui est non conventionnelle. Ketu et Rahu sont des planètes non conventionnelles. Donc par exemple, Ketu avec Mercure va amener un mode de réflexion, de discernement, de logique non conventionnelle. Donc du coup de la créativité, quelqu'un qui pense un peu différemment, etc. Vous voyez, Ketu va teinter en fait aussi la planète avec laquelle elle va être en conjonction. Maintenant, si on parle effectivement de maison, alors vous voyez, effectivement, Ketu va donner un message, une manière différente de fonctionner en fonction du signe où il est, de la maison, des conjonctions, du dispositeur aussi, donc là où il se situe. Donc tout ça, on l'étudiera dans la formation sur Ketu aussi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à étudier. Donc en fait, là où Ketu est placé, l'âme cherche à se libérer d'un attachement ancien. En général, on a un attachement ancien et quelque chose qu'on a plutôt fait ou maîtrisé dans les vies passées, et du coup, Ketu, là, il veut s'en libérer. Et c'est pour ça que parfois on est désintéressé par un domaine de notre vie, parce que c'est comme si on l'avait déjà vécu, maîtrisé dans les vies passées, et Ketu est là pour nous dire, bon, bah, en gros, ça y est, c'est fait, ça ne nous intéresse plus. Mais en même temps, son fonctionnement très puissant peut nous amener à au contraire, créer un problème avec ce domaine de vie. Donc on va voir quelques exemples, par exemple Ketu maison 1, Ketu maison 7, donc qui vont être des positions de Ketu assez impactantes. Ketu en maison 1 va vraiment impacter le soi, l'identité de la personne. Donc là, on va vraiment avoir un détachement aussi par rapport à soi. Ça va être très spirituel, mais en même temps, pas forcément évident, justement, parce que là, on va vraiment... la maison 1, on est dans la personne, l'ego, la personnalité, le fonctionnement, vraiment, ça concerne toute la personne. Donc Ketu ici va être très puissant, va être une personne aussi non conventionnelle. Ketu en maison 7 va impacter fortement nos relations avec les autres, les relations avec le mariage aussi, le conjoint, etc. Donc là, c'est des exemples majeurs où ça change notre relation à nous-mêmes, la relation aux autres. Et toujours garder en tête que si on a Ketu d'un côté, on a Rahu de l'autre côté. Ils sont toujours alignés à la 7e position en face. C'est l'axe karmique. Donc si j'ai Ketu en maison 1, j'ai Rahu en maison 7. Donc je vais avoir des difficultés dans la relation positionnement par rapport à moi. Et ici, ça va m'attirer, exacerber les choses par rapport à l'autre. Donc des fois, c'est difficile dans sa relation à soi-même. Mais aussi dans la relation à l'autre, parce que Rahu maison 7 va poser des difficultés dans la relation à l'autre, et au mariage, et au conjoint, etc. Inversement, si on a Ketu en maison... si on a par exemple, Rahu en maison 1, on va avoir Ketu en maison 7. Et ici, pareil, on va avoir une dynamique différente par rapport à soi avec Rahu, mais on aura des difficultés
Ketu dans la maison 7 par rapport effectivement tout ce qui va être partenaire, le mariage, les relations avec les autres, etc. Et donc, peu importe qu'on soit sur l'un ou l'autre, enfin, ça va quand même être différent, mais si on a Ketu en maison 1 ou en maison 7, on va avoir un travail à faire sur notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres. Et en fonction de où est Rahu ou Ketu, ça va donner une dynamique différente. Mais c'est le même axe de travail qu'il va y avoir à travailler fortement et qui va être vraiment un travail majeur dans la vie. Donc l'axe Rahu Ketu dans un thème est vraiment très important, il donne un axe majeur de travail dans la vie de la personne. Autre exemple, Ketu en maison 12, donc ça c'est une position très spirituelle, karmique. Donc là c'est une personne aussi qui va vraiment être bien dans la solitude, méditation, les moments, les mondes subtils, etc., les moments de repli, de recul, etc. Alors comme je disais, Ketu maison 12, c'est on le trouve souvent dans les thèmes des personnes très spirituelles, un peu en retrait, des moines, etc. Des vies passées. La maison 12, comme vous savez, c'est l'isolation, c'est la maison de moksha aussi, des transformations spirituelles. C'est la maison de l'isolement, de être en dehors des choses aussi. La maison de la spiritualité, même si c'est la maison de plein de choses aussi difficiles, hein, les dettes, les pertes, etc. Mais en tout cas, solitude ou isolement. Mais ici, avec Ketu, ça va être vraiment de côté très spirituel. Donc des vies passées souvent marquées par le renoncement, l'isolement déjà. Ça donne la possibilité de grandes réalisations spirituelles. Après, attention, ça peut nous conduire aussi un peu à la fuite du réel ou un sentiment d'exil intérieur, c'est-à-dire le silence, le message c'est un peu le silence est ton refuge, ton véritable refuge, mais attention, ça ne nous mette pas dans un repli non plus complet, de nous coupe en fait de tout le monde, des autres, etc. Et à fuir le réel, la vérité en fait. Donc après, encore une fois, tout ça, ça dépend comment on va vivre notre Ketu. Mais ici, Ketu maison 12 par exemple, va souvent être spirituel. On va même le retrouver chez personnes qui ont un peu de clairvoyance, d'intuition très forte aussi. Ce Ketu va développer aussi l'intuition, les perceptions un peu extrasensorielles, des choses comme ça aussi. Souvenez-vous, il n'y a pas de tête, donc du coup, il faut d'autres manières de capter les informations. Donc un Ketu fort, un Ketu en maison 12 peut développer aussi ce genre de choses très intéressantes aussi. Donc vous verrez, chaque position de Ketu va être vraiment particulière. Alors ici, par exemple, on a un thème avec Ketu en maison 3. Vous voyez, ici, Ketu en maison 3, on a l'ascendant ici, donc qui est dans Scorpion, Ketu en maison 1, 2, 3, vous voyez, 1, 2, 3. Donc ici, on va avoir du détachement vis-à-vis de la communication ordinaire, les éléments de la maison 3, souvent difficile de s'exprimer de façon linéaire ou mentale ou logique ou cohérente. Donc un peu un mode d'expression non conventionnel, atypique, ça c'est Ketu, je vous l'ai dit, c'est non conventionnel aussi. Une intuition très développée, une pensée non conventionnelle, pourquoi? Parce que là, on est aussi en conjonction ici avec Mercure, qui est rétrograde d'ailleurs, donc vraiment un mode de raisonnement, de pensée, une intuition un peu en dehors de la boîte, non conventionnelle, particulière, atypique. Relation particulière avec les frères, les sœurs, l'entourage proche, la maison 3 aussi. Et un appel à transmettre les choses autrement, par le vécu, l'énergie, le silence, etc. Donc ici, on voit que ce qu'on en ressort, c'est la vérité ne passe pas toujours par les mots eux-mêmes, mais par beaucoup d'autres moyens de communiquer, de se faire comprendre et de relationner avec les autres et de transmettre les choses aussi. Maison 3, c'est aussi la maison de l'écriture, donc ici on peut écrire des choses aussi de manière non conventionnelle, de manière atypique. Donc vous voyez, ici on va regarder Ketu en maison 3, du coup on a Rahu en maison 9 aussi, maison de la spiritualité aussi d'une certaine manière. Donc on a un axe qui va être assez spirituel ici. Et Ketu ici va influencer Mercure, et le Mercure va être différent, effectivement, parce qu'il est vraiment transformé aussi par Ketu qu'on a ici. Mercure qui est déjà rétrograde, donc ici ça va amener des choses quand même intéressantes. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on va regarder aussi comment fonctionne Ketu dans le thème et comment fonctionne Rahu, et du coup l'axe Rahu-Ketu, comment il va fonctionner, comment il va agir de manière très influente dans le thème de naissance. Si on regarde aussi ici, comme vous pouvez le voir, on a Scorpion, Sagittaire, Capricorne, on est en Capricorne, donc Ketu en Capricorne, pareil, va donner un détachement un peu vis-à-vis du statut, de l'ambition, de la reconnaissance sociale. Peut donner un sentiment de fatigue karmique lié aux responsabilités, aux devoirs, à la réussite matérielle. Des vies passées, donc du coup marquées par le travail, l'autorité, la discipline ou des rôles lourds à porter. Donc en fait, ces vies passées vont faire que dans cette vie, on va justement voir sortir de ça. On n'a plus être trop intéressé par ça, parce qu'on a déjà vécu ça d'une certaine manière. Difficulté à trouver du sens de la réussite extérieure seule. Donc ici, pareil, des choses qui sont liées au Capricorne et ce qu'on a vécu comme passé, d'avoir Ketu ici, vont déterminer un peu notre fonctionnement actuel. Donc un appel à redéfinir la notion de succès sur le plan intérieur et spirituel ici, et non pas seulement extérieur.
On pourrait dire ce qu'on construit à l'extérieur ici n'a de valeur que si c'est aligné avec notre âme. Un message un peu de Ketu en Capricorne. Donc ça, on verra aussi vous verrez plus tard, hein, c'est pas tout de suite, mais dans la formation sur Ketu, comment décrypter Ketu dans chaque signe, dans chaque maison, dans chaque conjonction. C'est un vrai travail, en tout cas c'est très très intéressant. Et donc il faut se replonger sur qu'est-ce qu'on a comme signe ici, quelle est l'énergie de ce signe, qu'est-ce que ça représente à différents niveaux et comment ça interagit après avec Ketu du coup. Donc voilà pour vous illustrer un petit peu les choses avec Ketu. Maintenant, comment travailler avec Ketu? Donc comment améliorer les choses avec Ketu? En fait, c'est transformer la peur que donne Ketu en sagesse. Alors, le meilleur remède, on pourrait dire, pour Ketu, c'est la méditation. Méditation silencieuse en retrait. Donc la méditation, par exemple, de pleine conscience, méditation zen, bouddhiste, vipassana, etc. Peu importe, hein, mais en tout cas, des méditations silencieuses, de pleine conscience, plutôt que des méditations qui peuvent être actives ou dans lesquelles on va être dans le côté plus, je dirais, bhakti ou des chants, des choses comme ça, des mantras. On n'est pas dans ce genre de pratique là. On est vraiment dans la méditation silencieuse, qu'on fait souvent en retrait, dans un endroit en particulier, ou chez nous, mais méditation silencieuse, on ferme les yeux, on va à l'intérieur, on est dans l'introspection. Voilà, c'est le genre de travail vraiment pour Ketu. Introspection consciente, se poser des questions, aller sur le discernement plutôt que le rejet des choses, plutôt que de rejeter les choses, parce que Ketu nous pousse à la rejeter, de se poser les questions. Discernement, trouver la vérité derrière. Accepter le vide comme espace fertile. C'est-à-dire qu'il y a un vide, et donc ça veut dire que tout est possible. Quand il y a un vide, il y a un tout possible aussi. Donc ça peut donner de la fertilité pour les choses aussi, si on se pose les bonnes questions. Donc essayez d'être dans une spiritualité incarnée, pas une fuite du monde non plus, parce que Ketu peut nous amener à rejeter, à fuir les choses, mais c'est pas le message, c'est pas le but non plus. Donc d'être dans une spiritualité incarnée. On peut être dans le monde, mais en détachement par rapport au monde, en retrait, et du coup dans la compréhension juste des choses, ce que cherche Ketu, non pas à mettre forcément en retrait, en isolement, ou en fuite des choses qui seraient en fait finalement du déni, poussé par Ketu, et qui va nous créer d'autres problèmes plus tard. Alors du coup, Ketu, comme Shani, Saturne, il n'est pas là contre vous. Ketu fait peur parce que voilà, il va pas vraiment flatter l'ego, mais il va au contraire le solliciter, le challenger, voire presque chercher à le détruire, en fait à le dissoudre. Donc si on ne fait pas un travail sur soi, c'est compliqué. Il va guider vers la vérité intérieure, vous l'avez bien compris, il va être guidé à l'intérieur. Comme Shani, comme Saturne, il enseigne par le dépouillement, par le retrait, par le repli sur soi, etc. Mais, encore une fois, à juste mesure. Donc il ouvre la voie de moksha à ceux qui acceptent d'écouter son message, son fonctionnement. Donc on verra ça plus tard dans une formation Rahu Ketu. Donc voilà la dynamique par rapport à Ketu. Je vous invite maintenant à regarder un peu dans votre thème du coup où se situe Ketu, en termes de signes, en termes de maison, éventuellement les conjonctions, etc. pour comprendre un peu plus la logique que ça peut avoir pour vous dans votre vie justement personnelle, professionnelle, relationnelle, etc. Alors, bon ça c'est un truc ancien. Si vous voulez découvrir le Jyotish, du coup, vous pouvez regarder sur notre site, il y a un e-book aussi sur l'astrologie védique. Vous pouvez gratuitement sur vedic-coaching.com. En 2026, je referai parfois une visio découverte des sciences védiques aussi, une visio gratuite pour vous parler un peu du Jyotish, mais aussi des autres sciences védiques, puis le conseil védique, etc. De comment tout ça est connecté et relié. Sciences védiques, le Jyotish, ou une visio spécifique un peu sur la découverte du Jyotish aussi. Et vous pouvez aussi, si vous voulez votre thème, comme vous avez vu des thèmes avant, des exemples de thèmes, votre thème de naissance, hein, pas toute l'analyse, l'interprétation, ça c'est un très gros boulot, c'est plusieurs heures de travail, donc c'est pas ça, mais votre carte de naissance, déjà pour voir où est Ketu dans votre thème, où est Rahu, quelles sont les positions dans votre thème, l'ascendant, etc. En védique, en astrologie védique, allez sur vedic-coaching.com, c'est gratuit, je vous envoie votre carte de naissance védique. Alors parfois je le fais en 2 jours, parfois je le fais en 10 jours, hein, désolé, ça dépend vraiment aussi de pas mal de choses. Donc vous pouvez trouver tout ça sur vedic-coaching.com, plus de 30 ou 40 articles aussi de blog sur le site. Vous pouvez aussi sur le site vous inscrire sur la newsletter, comme ça vous recevez automatiquement par mail un article sur les sciences védiques ou le Jyotish le mardi, le dimanche, un tuto comme celui-là, du coup le jeudi aussi. Donc vous n'avez pas besoin comme ça d'aller sur YouTube ou sur le site, etc. Vous avez par mail toutes les informations si vous inscrivez sur vedic-coaching.com la newsletter. Maintenant, si vous voulez apprendre le Jyotish, on propose, comme vous le savez, maintenant je pense, la formation certifiante du Dr David Froley avec un certificat international. C'est une pointure, vraiment une référence. Dr Froley a écrit plus de 30 ou 40 ouvrages sur le Jyotish, l'Ayurveda, le yoga, les sciences védiques, etc. Il est vraiment reconnu au niveau mondial et on propose sa formation justement
de manière exclusive en francophonie sur le Jyotish, l'astrologie védique. Et si vous voulez commencer, et pas forcément vous certifier, faire toute la formation, ça peut venir par la suite, vous pouvez déjà commencer avec le module 1, Fondation de l'astrologie védique, qui est accessible aussi seul, qui est déjà un très bon moyen pour démarrer, et déjà très complet. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Si vous avez des questions, allez sur vedic-coaching.com, rubrique contact, envoyez-moi un message et on regarde ensemble comment vous aider avec le Jyotish, soit pour apprendre, soit pour faire votre thème de naissance, etc. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.